Vous souvenez-vous de ces visages familiers qui animaient nos rues et nos quartiers chaque matin ? Ces hommes et ces femmes dont le métier semblait si naturel qu'on imaginait qu'ils existeraient toujours. Aujourd'hui, ces professions ont complètement disparu de notre quotidien, emportant avec elles des gestes ancestraux, des savoir-faire uniques et toute une époque où chaque métier avait un visage humain et une voix reconnaissable entre mille. Nous allons redécouvrir ensemble 15 métiers français qui faisaient la partie du paysage quotidien des années 50 aux années 90, ces professions oubliées qui paraissent presque invraisemblables aux jeunes générations, mais qui restent gravées dans nos mémoires. Le poinçonneur du métro, des petits lutrous, encore des petits lutrous, cette chanson de Serge Gainsbourg immortalise à jamais ce métier répétitif qui rythmait les trajets des Parisiens. Installé dans sa cabine étroite à l'entrée des quais, le poinçonneur perforait mécaniquement chaque ticket de métro avec sa pince métallique caractéristique. Le clac-clac régulier de l'outil résonnait dans les couloirs souterrains. Bande sonore familière des heures de pointe où les voyageurs pressés tendaient machinalement leurs billets. La RATP employait des milliers de poinçonneurs répartis dans toutes les stations du réseau, armées silencieuses qui validaient des millions de passages quotidiens. Le regard absent de certains poinçonneurs trahissait la monotonie extrême de cette tâche répétitive, 8 heures par jour à perforer des rectangles de carton. Les enfants fascinés observaient le geste précis et rapide, impressionnés par cette cadence presque hypnotique que rien ne semblait pouvoir interrompre. L'arrivée des tourniquets automatiques dans les années 70 sonne progressivement le glas de cette profession, la machine remplaçant définitivement l'humain en 1993. L'allumeur de réverbère. Chaque soir au crépuscule, une silhouette solitaire parcourait les rues avec sa longue perche pour donner vie aux lampadaires endormis. L'allumeur de réverbère incarnait la transition magique entre le jour et la nuit, rituel quotidien que les enfants guettaient depuis leurs fenêtres. Sa perche en bois de plusieurs mètres se terminait par une petite flamme protégée qu'il approchait délicatement du bec de gaz situé en hauteur. Le plop caractéristique de l'allumage annonçait aux riverains que la nuit pouvait désormais tomber sereinement sur le quartier illuminé. Les réverbères au gaz diffusaient cette lumière jaune orangée si particulière, chaleur visuelle qui enveloppait les pavés mouillés d'une atmosphère presque romanesque. À l'aube, le même homme refaisait sa tournée en sens inverse pour éteindre chaque flamme avant que le soleil ne prenne le relais. L'électrification progressive des villes françaises dans les années 50 et 60 condamne ce métier poétique à rejoindre les livres d'histoire. Le rémouleur, ce sifflement strident qui traversait les cours d'immeubles, faisait immédiatement sortir les ménagères avec leurs couteaux émoussés et leurs ciseaux fatigués. Le rémouleur poussait sa carriole équipée d'une meule en pierre, atelier ambulant, qui s'installait au coin des rues pour redonner vie aux lames usées. La pédale actionnait la grande roue qui faisait tourner la pierre abrasive, gerbe d'étincelles oranges qui fascinaient les gamins rassemblés en cercle. Le geste expert de l'artisan passant la lame sur la meule à l'angle parfait, savoir-faire transmis de génération en génération depuis des siècles. Les ménagères patientaient en papotant, moment de sociabilité improvisée que le passage du rémouleur offrait chaque semaine au quartier. Le prix modique permettait à chaque foyer de prolonger la vie de ses ustensiles. Économie domestique essentielle dans les familles modestes. La société de consommation des années 80 préfère jeter et racheter plutôt que réparer, condamnant le rémouleur à disparaître progressivement des rues françaises. Le marchand de peaux de lapin. Peau de lapin, ce cri reconnaissable entre mille résonnait dans les ruelles des villages et les cours des immeubles populaires. Cet acheteur ambulant récupérait les peaux des lapins consommés par les familles françaises, époque où l'élevage domestique restait une pratique courante. Sa charrette brinque-ballante transportait des dizaines de peaux séchées, odeur caractéristique qui annonçait son passage avant même qu'on l'aperçoive. Les enfants couraient tôt chercher les peaux conservées dans la remise depuis le dernier repas dominical, quelques centimes en échange de cette matière première. Les peaux collectées partaient ensuite vers les tanneries pour devenir des gants, des doublures de manteaux, des accessoires de mode prisés. Le lapin du dimanche constituait alors le plat festif des familles modestes. Rien ne se perdait dans cette économie circulaire avant l'heure. L'industrialisation de l'élevage et l'abandon progressif des clapiers familiaux dans les années 70 font disparaître ce commerce ancestral. La demoiselle du téléphone. « Allô ? Ne quittez pas, je vous prie !» Cette voix féminine connectait les Français entre eux, bien avant l'invention de la numérotation automatique. Les demoiselles du téléphone officièrent dans les centraux téléphoniques, vaste salle où des dizaines de standardistes manipulaient des fiches et des câbles. Chaque appel nécessitait une intervention humaine.
la demoiselle branchant physiquement la ligne de l'appelant vers celle du destinataire. Le casque sur les oreilles et le micro devant la bouche, ces femmes en blouse assuraient tant et des milliers de connexions quotidiennes avec une politesse exemplaire. Les abonnés reconnaissaient parfois la voix de leur standardiste attitré, relation de proximité qui humanisait cette technologie encore mystérieuse. Le métier exigeait une élocution parfaite, une patience à toute épreuve et une mémoire infaillible pour retenir les numéros des abonnés importants. L'automatisation progressive du réseau téléphonique français entre les années 60 et 1979 met fin à cette profession exclusivement féminine. Le liftier. Quel étage s'il vous plaît? Cette question cérémonieuse accueillait les clients des grands magasins et des hôtels prestigieux. Le liftier, en uniforme impeccable, actionnait manuellement les commandes de l'ascenseur, cage métallique ornée de dorures et de miroirs biseautés. Sa casquette galonnée et ses gants blancs imposaient le respect, figure d'autorité dans cet espace confiné où les classes sociales se côtoyaient brièvement. Le geste précis pour aligner parfaitement la cabine avec le palier demandait une expertise que les passagers prenaient pour acquise. Les galeries Lafayette, le Printemps, le Bon Marché employaient des dizaines de liftiers qui connaissaient par cœur chaque étage et ses rayons. Les enfants émerveillés observaient cette grille en accordéon qui se repliait magiquement, moment d'émerveillement technique dans une époque moins ablasée. Les ascenseurs automatiques rendent progressivement ce métier obsolète dans les années 70, privant les grands magasins de cette touche d'élégance humaine. Le livreur de pain de glace. Avant les réfrigérateurs électriques, conserver les aliments frais relevait du défi quotidien que seul le pain de glace pouvait relever. Le livreur transportait sur son épaule, protégé par une toile de jute, ces blocs rectangulaires découpés dans les entrepôts frigorifiques. Sa pince métallique agrippait fermement la glace qui fondait lentement, traînée humide sur le trottoir qui trahissait son passage récent. Les glacières en bois des cuisines françaises accueillaient ces blocs qui maintiendraient le lait, le beurre et la viande à température convenable. Le livreur connaissait parfaitement la consommation de chaque foyer, adaptant la taille du bloc selon la saison et le nombre de bouches à nourrir. Les enfants récupéraient les éclats de glace tombés par terre, friandises gratuites et rafraîchissantes lors des étés caniculaires. La démocratisation du réfrigérateur électrique dans les années 50 et 60 condamne rapidement ce métier physiquement éprouvant à l'extinction définitive. Le crieur de journaux. Édition spéciale demandait le journal, cette voix puissante couvrait le brouhaha des carrefours animés et des sorties de gare. Le crieur brandissait la une du jour à bout de bras, manchette sensationnelle qui devait accrocher le regard des passants pressés. Son emplacement stratégique au coin des boulevards ou devant les bouches de métro garantissait une exposition maximale au flux de piétons. La sacoche en bandoulière contenait la monnaie pour rendre rapidement, chaque seconde comptait dans ce commerce de l'information instantanée. Les grandes nouvelles se propageaient ainsi de bouche à oreille, le crieur devenant le premier messager des événements qui secouaient le monde. La voix enrouée par des heures de cris répétés s'éteignait le soir venu, gorge malmenée par ce métier exigeant physiquement. La multiplication des kiosques fixes et l'évolution des habitudes de lecture font progressivement taire ces voix familières des rues françaises dans les années 70. Le vitrier ambulant. Vitrier, vitrier, ce cri modulé avec ses notes montantes et descendantes caractéristiques annonçait le passage de l'artisan réparateur de carreaux. Sur son dos, le cadre en bois transportait une collection de vitres de différentes tailles, équilibre précaire qui forçait l'admiration. Les accidents domestiques, les ballons mal lancés par les enfants, les disputes conjugales fournissaient une clientèle régulière à ce professionnel itinérant. Son diamant à couper le verre fascinait les badauds, geste précis qui traçait une ligne invisible avant la cassure nette et franche. Le mastic gris qu'il pétrissait entre ses doigts avant de l'appliquer soigneusement autour du carreau neuf, odeur caractéristique qui persistait des heures. Les immeubles haussmanniens avec leurs multiples fenêtres à petits carreaux garantissaient aux vitriers un travail régulier toute l'année. L'apparition du double vitrage et des fenêtres en PVC dans les années 80 rend ce savoir-faire artisanal progressivement obsolète. Le montreur d'ours. Les Pyrénées envoyaient chaque année leurs habitants vers les villes du Nord, accompagnés d'ours savants dressés depuis leur plus jeune âge. Ces montagnards faisaient danser leurs plantigrades muselés sur les places des marchés, spectacle ambulant qui rassemblait les foules curieuses. L'ours enchaîné se dressait sur ses pattes arrière au son du tambourin, pirouette maladroite qui déclenchait les applaudissements des enfants.
Le montreur tendait ensuite son chapeau pour récolter les pièces, économie de survie pour ces familles qui perpétuaient une tradition séculaire. Les villages ariégeois comme Hercé comptaient des dizaines de familles spécialisées dans ce métier, transmis de père en fils depuis des générations. La condition animale ne préoccupait guère les spectateurs de l'époque, le divertissement primait sur toute considération éthique moderne. Les lois de protection animale votées dans les années 60 interdisent progressivement cette pratique. Dernier montreur d'ours disparu en 1972. Le raccommodeur de faïence. Cet artisan miracle redonnait vie aux assiettes fêlées, aux soupières ébréchées et aux pots cassés que les familles refusèrent de jeter. Son établi portatif s'installait sur les marchés, outil mystérieux aligné pour réparer ce que la maladresse avait brisé. Les agrafes métalliques qu'il posait de part et d'autre de la fêlure consolidaient durablement la céramique endommagée. Couture visible mais efficace. Les services de vaisselle se transmettaient de génération en génération, chaque pièce réparée portant la trace de son histoire familiale mouvementée. Le coût modeste de la réparation justifiait amplement de sauver ces objets du quotidien plutôt que d'en acheter des neufs. Les soupières de grand-mère arboraient fièrement leurs cicatrices métalliques, témoignage des repas de famille qui avaient des faillis mal tournés. La production industrielle de vaisselle bon marché dans les années 70 rend ce métier économiquement non viable, le neuf coûtant moins cher que la réparation. Le garde champêtre. Le tambour résonnait sur la place du village, signal que le garde champêtre allait délivrer ses annonces officielles à la population rassemblée. Avis à la population, cette formule solennelle précédait les communications municipales, arrêtés préfectoraux et informations pratiques lues à voix haute. Son uniforme avec képi et baudrier imposait le respect, représentant de l'autorité dans ces communes rurales où le maire restait une figure lointaine. Les contraventions pour divagation d'animaux, les litiges de bornage entre voisins, les tapages nocturnes relevèrent de sa vigilance quotidienne. La tournée matinale à vélo lui permettait de surveiller son territoire, saluant chaque habitant par son prénom dans cette France où tout le monde se connaissait. Les foires et les marchés le voyaient arpenter les allées, garant du bon ordre et de la régularité des transactions commerciales. La fusion des communes et la professionnalisation des polices municipales réduisent progressivement ce corps à quelques centaines de survivants nostalgiques. Le pompiste service complet. La sonnette retentissait quand les pneus écrasaient le tuyau caoutchouté, signal pour le pompiste de surgir promptement de sa guérite. Le plein s'il vous plaît, cette demande simple déclenchait tout un rituel de service que le client n'avait qu'à observer confortablement assis. Le pompiste en combinaison bleue soulevait le pistolet, dévissait le bouchon, remplissait le réservoir tout en nettoyant le pare-brise avec sa raclette. La vérification des niveaux d'huile, d'eau et de la pression des pneus faisait partie du service standard, sans supplément aucun. Les conseils prodigués sur l'entretien du véhicule établissaient une relation de confiance entre l'automobiliste et son pompiste attitré. La station-service devenait un lieu de sociabilité masculine. Discussion mécanique entre connaisseurs autour des modèles et de leurs performances. Le libre service imposé par les grandes surfaces dans les années 80 transforme radicalement ce métier. Contact humain sacrifié sur l'autel des économies. Le vendeur d'encyclopédies à domicile. La sonnette de l'appartement retentissait. Un homme en costume cravate présentait sa mallette contenant les clés du savoir universel. Le vendeur d'encyclopédies déployait son argumentaire rodé, fascicules colorés étalés sur la table du salon pour impressionner la famille réunie. L'Encyclopædia Universalis, le Larousse en plusieurs tomes, le Tout l'univers, représentaient des investissements considérables remboursables en mensualité. Les parents rêvaient de réussite scolaire pour leurs enfants, ces livres dorés sur tranches symbolisant l'accès à la culture et à l'ascension sociale. Le vendeur revenait chaque mois livrer un nouveau tome, relation commerciale qui s'étalait parfois sur plusieurs années de paiement réguliers. Les bibliothèques familiales s'ornaient fièrement de ces collections complètes, rarement consultées mais exposées comme preuve de respectabilité intellectuelle. L'arrivée d'Internet et des encyclopédies numériques gratuites au tournant des années 2000 anéantit définitivement ce commerce de porte-à-porte. Le Fort des Halles. Ces colosses portèrent sur leurs épaules des charges inimaginables dans le ventre de Paris où s'approvisionnait la capitale entière. Les halles de Baltard accueillaient chaque nuit des centaines de ces porteurs, muscles saillants sous les carcasses de bœuf et les caisses de légumes. Le chapeau de cuir bouilli protégeait leur crâne des fardeaux pesant parfois 150 kg, record de force brute quotidien. La hiérarchie stricte entre les forts organisait le travail, ancien et nouveau, respectant des codes de solidarité et de territoire implacables. Les bistrots alentours servaient le bouillon et le vin chaud dès 4 heures du matin, carburant indispensable pour ces athlètes du labeur. Les commissionnaires négociant les prix pendant que les forts
transportait sans relâche, ballet nocturne parfaitement orchestré depuis des siècles. Le déménagement des Halles vers Rungis en 1969 signe la disparition de ces figures légendaires du Paris populaire. Quel métier disparu réveille de vos souvenirs les plus émouvants parmi ces 15 professions oubliées? Partagez dans les commentaires le nom du métier que vous avez connu pour continuer ce voyage dans notre mémoire collective. N'oubliez pas de liker si ces visages du passé ont fait remonter des émotions enfouies depuis des décennies. Abonnez-vous pour explorer d'autres trésors oubliés de notre patrimoine français.